Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Actu du Front. Commençons notre épisode en Ukraine avec le sujet principal du jour, où pour la première fois, un canon César ukrainien a été mis hors combat par l'armée russe. Depuis que la France a livré 18 canons César à Kiev, ceux-ci ont démontré leur grande efficacité et ont donc subi une intense campagne de propagande de la partie russe. Par exemple, une rumeur apparue en juin affirmait que 2 Césars avaient été capturés par les forces russes avant d'être remis à Ural Vagon Zavod, l'un des fabricants de blindés russes. Cette rumeur était partie d'un tweet pour ensuite être reprise par la propagande officielle du Kremlin. Quelques jours plus tard, le ministère russe de la Défense affirma que des Césars avaient été détruits sur l'île de Kudansky, vidéo à l'appui. Problème, la vidéo censée montrer la frappe en question ne montrait pas un César, mais un système 2S7 Pion de l'armée ukrainienne alors engagée dans des opérations du Donbass. Comme l'armée ukrainienne utilise intensivement les 18 Césars qui lui ont été livrés, le risque que l'un d'entre eux soit un jour détruit ne pouvait être qu'élevé, et c'est ce qui vient d'arriver selon des images diffusées sur Twitter. Le César en question se trouvait à Maximinka, dans l'oblast de Donetsk, quand il a été touché au niveau de sa cabine, a priori par une munition rôdeuse de type Lancet. D'une portée maximale de 40 km, cet engin peut être armé d'ogives explosives ou à fragmentation. A priori, c'est la première fois qu'un César est perdu durant une action de combat. Reste à savoir ce qui va advenir du canon touché, car comme on peut le voir sur la vidéo, seule la cabine a été détruite et non le canon lui-même. Je ne suis pas expert dans le domaine, mais si l'affût et le système de tir n'a pas été touché, un retour en usine pour un transfert sur un nouveau châssis est peut-être réalisable. Avant de continuer cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à liker, commenter et partager la vidéo. Continuons du côté des États-Unis, où le drone militaire spatial X-37B est revenu sur Terre après 908 jours dans l'espace. En effet, ce samedi 12 novembre, le drone de Boeing s'est posé au Kennedy Space Center, celui-ci ayant de nouveau battu son record de durée dans l'espace. Issu d'un précédent programme appelé X-40, le X-37B a été conçu par la division Phantom Works de Boeing et a la forme d'une mini-navette spatiale. Bien que le drone spatial porte les marquages de l'US Air Force, il ne dépend plus de cette arme, mais de l'US Space Force créée par Donald Trump en décembre 2019. La NASA, de son côté, continue d'en être maîtresse d'œuvre. C'est le 17 mai 2020 qu'une fusée américaine Atlas V a emporté le X-37B dans l'espace. Officiellement, le X-37B est utilisé pour tester et valider de nouvelles technologies. Mais pour la plupart, ses activités en orbite sont confidentielles, alors qu'il a été établi qu'il a la capacité de manœuvrer et donc de changer d'altitude pour échapper aux curieux. Afin de ne pas donner trop de prise aux spéculations, le Pentagone a livré quelques détails sur les natures des expériences menées à bord de l'appareil. Ainsi, lors de sa 5e mission, qui avait duré 789 jours, le Pentagone avait indiqué que le X-37B allait mettre en orbite de petits satellites et embarquer une charge utile afin d'éprouver des systèmes électroniques face au rayonnement cosmique. Il aurait aussi été utilisé pour tester un moteur ionique, plus puissant et moins gourmand en énergie que les propulseurs chimiques, ainsi que de nouveaux matériaux. Le X-37B a servi à d'autres expériences. Ainsi, quelques mois avant sa 6e mission, le Pentagone avait dit vouloir connecter le drone spatial à ses avions de combat F-22 et F-35. Partons maintenant en Allemagne, où les industriels allemands dénoncent leur mise à l'écart de la maintenance des futurs F-35A de la Luftwaffe. Acquérir des avions de combat pour plusieurs milliards d'euros est toujours un investissement important. Mais il n'est qu'une partie des dépenses qu'il faudra consentir pour le maintien en conditions opérationnelles et la modernisation de ces appareils durant les 30 ou 40 prochaines années pendant lesquelles elles seront en service. Ainsi, celles-ci peuvent représenter jusqu'à 70% des coûts totaux. Alors que Berlin a la ferme intention de se procurer 35 chasseurs bombardiers F-35A auprès de Lockheed Martin, celle-ci a confirmé la commande de 5 avions de patrouille maritime P-8A Poséidon et de 60 hélicoptères de transport lourd CH-47 Chinook, tous deux produits par Boeing. Si les Américains se réjouissent, les industriels allemands du secteur de l'aéronautique craignent de voir passer la manne de la maintenance de ces appareils leur passer sous le nez. Tel est, en tout cas, l'avertissement lancé cette semaine par l'Association de l'industrie aéronautique et spatiale allemande, qui n'a pas ménagé ses critiques contre la gestion des programmes d'armement par le ministère allemand de la Défense.
Elle a même diffusé une brochure pour souligner les risques considérables pour la souveraineté nationale et l'autonomie d'action qu'il y aurait à acquérir des appareils américains sans aucune contrepartie industrielle et technologique. S'agissant de l'achat de Poséidon et des Chinook, Boeing a noué des partenariats avec plusieurs entreprises allemandes, mais aussi avec des filiales de prestataires américains établis en Allemagne. Les accords ainsi signés visent notamment à explorer de potentiels domaines de collaboration autour de la formation, de la maintenance ou de l'intégration de systèmes. À en croire l'Association de l'industrie aéronautique et spatiale allemande, aucune exigence contractuelle n'aurait cependant été imposée à Boeing par le ministère allemand de la Défense pour impliquer l'industrie d'outre-Rhin dans la maintenance de ses appareils, et cela vaut aussi pour les F-35A que souhaite acquérir Berlin. Du côté du ministère allemand de la Défense, on estime qu'une implication de l'industrie allemande ne ferait que compliquer le processus d'approvisionnement aux États-Unis et par conséquent de le retarder et d'en faire augmenter les coûts. Finissons notre épisode en Indonésie, où Jakarta va passer une nouvelle commande de Rafale. Il y a quelques semaines, je vous parlais de l'achat des Mirage 2005 Qatari par l'Indonésie. Eh bien, de toute évidence, les autorités indonésiennes semblent convaincues par les avions de combat français. En effet, après avoir signé en février 2022 une lettre d'intention pour commander 42 avions Rafale, puis avoir versé en septembre le premier acompte pour 6 appareils, Jakarta vient d'obtenir du ministère des Finances une ligne de crédit de 3,9 milliards de dollars pour acquérir entre 12 et 18 appareils supplémentaires. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour l'industrie française, qui voit non seulement le carnet de commandes du Rafale s'étoffer une nouvelle fois, mais qui bénéficiera également des contrats de maintenance pour la flotte de Mirage 2000. Cette décision peut paraître aller de soi, sachant que Jakarta s'est déjà engagé à commander 42 appareils à Dassault. Mais cette décision marque en réalité un profond changement d'attitude des autorités indonésiennes. En effet, ces 15 dernières années, l'Indonésie a été pour le moins inconstant dans ses négociations d'avions de combat. Ainsi, l'achat de 11 Su-35S à la Russie a été annulé après des années de négociations. Plus récemment, ce fut au tour des Américains de se confronter aux méthodes indonésiennes. Alors que Jakarta a officialisé la commande des 42 Rafale en février, une seconde commande, portant cette fois sur 36 F-15EX américains, fut également annoncée comme autorisée pour un montant de 13 milliards de dollars. Toutefois, les négociations avec Boeing semblent piétiner et suivre une trajectoire similaire à celle des Su-35S russes. En effet, si en septembre, le Foreign Military Sale autorisa la vente de 36 appareils à Jakarta, le constructeur américain a plus récemment émis de sérieuses réserves quant à la capacité des autorités indonésiennes à financer un tel programme. Il semble que, comme ce fut le cas avec la Russie, l'Indonésie ait proposé à Washington de payer une partie des 13 milliards en exportations indonésiennes, probablement en huile de palme et autres matières premières, ce qui, de toute évidence, n'est guère du coup des autorités américaines. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Actu du Front.